Coucou! Ça fait 2 fois dans la série que je mentionne que Sokal et Bricmont critiquent les sciences sociales. Et si on en parlait justement des sciences sociales? Sokal et Bricmont ont écrit l'étude de l'histoire humaine, en particulier de l'histoire des sciences, s'élabore selon des méthodes qui ne sont pas radicalement différentes de celles utilisées en sciences exactes. On étudie des documents, on cherche les inférences les plus rationnelles, on procède à des inductions vraisemblables en fonction de données disponibles, etc. Si des arguments du même type, utilisés en physique ou en biologie, ne devaient pas nous permettre d'arriver à des conclusions plus ou moins fiables, pourquoi devrions-nous accorder une quelconque foi à l'historien? Pourquoi parler de façon réaliste de catégories historiques si c'est une illusion de se référer de façon réaliste à des concepts scientifiques qui sont d'ailleurs définis bien plus précisément? Alors, fin de la citation, et je vais commenter un peu le passage que je viens de vous lire. D'emblée, il faut s'entendre que les sciences humaines ne peuvent pas avoir le même degré de précision ni de certitude que les sciences pures. Pourquoi? Parce que leurs objets d'étude sont plus complexes, premièrement, et c'est plus difficile de contrôler les expériences de 2 manières. Premièrement, c'est plus difficile sur le plan pratique en raison de la complexité de l'être humain, mais ça pose aussi des difficultés éthiques parce que placer des humains dans des conditions choisies pour tester des hypothèses, ça peut facilement soulever des problèmes éthiques. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que les sciences humaines ne peuvent pas atteindre le même degré de certitude que les sciences pures que ça les dispense de chercher l'objectivité. Et justement, elles en ont une prétention à l'objectivité. Et Sokal et Bricmont identifient précisément une contradiction dans le fait de se baser sur l'histoire des sciences pour nier la validité de l'approche scientifique, alors que l'approche en histoire, elle est réaliste et empirique, tout comme l'approche en sciences pures. Si se fier à la méthode empirique en considérant que ce qu'on peut percevoir est au moins partiellement conforme à la réalité est une erreur, autrement dit, si le réalisme est une erreur, alors l'histoire ne peut apporter aucune connaissance et excite le fait de rapporter les changements de paradigme en sciences comme l'a fait Thomas Kuhn, ou encore rapporter les erreurs que les scientifiques ont commises et qui ont été considérées par le passé comme étant la vérité. On prétend dire des choses vraies et objectives quand on parle de cela, et on se base sur une approche empirique et réaliste pour le faire. Du coup, il faut bien admettre que l'approche des sciences apporte quelque chose de vrai et d'objectif. Sinon, eh bien, il faut arrêter d'invoquer comme argument les paradigmes ou les erreurs des scientifiques ou n'importe quoi d'autre ayant été conclu à partir d'une approche réaliste et empirique. J'ajoute que, en plus de l'histoire, il en va de même pour les autres sciences sociales, comme la sociologie et l'anthropologie. Quand on étudie les sociétés présentes et passées, on le fait sur une base empirique.
ou du moins c'est ce qu'on doit faire pour considérer qu'on a acquis des connaissances valides, même si elles vont demeurer moins précises que les connaissances qu'on acquiert en biologie ou en physique. Alors, voyons ça un petit peu plus concrètement. Certains vont invoquer des faits révélés par l'anthropologie ou par la sociologie pour justifier le relativisme, en invoquant notamment qu'on ne pense pas pareil dans toutes les cultures et que même à l'intérieur d'une culture donnée, tout le monde ne pense pas la même chose. Par exemple, si vous prenez seulement la culture états-unienne, que vous choisissez un échantillon chez les scientifiques et que vous en choisissez un autre dans un groupe social complètement différent, pris dans un groupe, par exemple, de catholiques ou de protestants créationnistes, bien évidemment, vous n'obtiendrez pas les mêmes mentalités. Bon, d'accord, il y a des différences de mentalité d'une culture à l'autre, mais comment est-ce qu'on fait pour établir que les mandarins n'ont pas la même mentalité que les Algériens qui, eux, n'ont pas la même mentalité que les États-Uniens? Comment est-ce qu'on fait sinon en utilisant des données empiriques? On ne peut guère douter que si quelqu'un était intégralement relativiste et qu'il établissait les différences de croyances entre les cultures depuis son salon, selon ce que lui dicte son imagination, les anthropologues, les sociologues et les historiens seraient les premiers à lui dire qu'il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Peut-être même qu'il lui dirait que sa méthodologie est mauvaise. Mais pourquoi admettre la fiabilité des données empiriques quand il s'agit de constater les différences dans la mentalité des différents groupes d'humains, mais la rejeter quand le même genre de données est utilisé en sciences pures? En l'occurrence, quelles que soient les différences entre les cultures au niveau des croyances, la méthode empirique est certainement aussi utile, en plus d'être utile pour reconnaître ces différences-là, elle est aussi utile pour discriminer entre ces croyances selon qu'elles sont vraies ou fausses, rationnelles ou irrationnelles. Alors ici, il va falloir faire une distinction supplémentaire. Chercher à comprendre pourquoi les gens pensent de telle ou telle manière dans les sociétés qu'on étudie. C'est une entreprise différente de celle de savoir s'ils ont raison. Les deux sont des entreprises épistémiques qui nécessitent des données empiriques, mais ce sont quand même des approches, des entreprises distinctes. Et ce n'est pas parce qu'on peut comprendre pourquoi les gens ont certaines croyances dans une culture donnée que leurs croyances sont vraies. Et ce n'est pas non plus parce que les croyances de deux groupes d'humains s'expliquent par le même type de facteurs psychologiques et sociaux qu'il ne peut pas y avoir un des deux groupes qui est plus près de la vérité que l'autre. Revenons à l'exemple de la théorie de l'évolution. J'imagine que vous avez compris que je suis évolutionniste. Si j'étais née au Texas, que j'avais été élevée par une famille ultra-chrétienne, dans laquelle tout le monde est convaincu qu'on descend d'Adam et Ève, il est raisonnable de supposer que je serais créationniste. Le milieu dont je viens a certainement contribué à me rendre évolutionniste. Bref, on peut aussi bien expliquer, par des facteurs psychologiques et sociaux semblables, le fait qu'une personne soit créationniste et qu'une autre soit évolutionniste.
Mais ce n'est pas parce qu'on peut expliquer les croyances des deux personnes par le même type de facteurs psychologiques et sociaux qu'il n'y en a pas une des deux qui a raison et l'autre tort. Parce qu'indépendamment des phénomènes au niveau de la société et du cerveau humain qui donnent lieu aux croyances individuelles, il demeure que la théorie de l'évolution est scientifique, alors que le créationnisme ne l'est pas. Et si vous vous demandez ce que ça change, que quelque chose soit prouvé par l'approche scientifique, eh bien, je vous renvoie à la capsule dans laquelle je défends le réalisme épistémique. Je conclurai en disant que si vous avez suivi mon argumentation sur le réalisme épistémique et sur le réalisme moral, vous savez que selon moi, ce que je viens d'établir, on peut très bien l'appliquer dans le domaine moral. Par exemple, on peut expliquer pourquoi dans certaines communautés, couper le clitoris des fillettes soit considéré comme une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tort de penser ça et d'agir en conséquence. Je vous reviens la prochaine fois avec une définition relativiste de la vérité, critiquée par Sokal et Bricmont, ainsi que par moi. Bye bye!